RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Actualité politique ce matin. Notre invité, c'est Édouard Léoni, le président de la CNR, la Calédonie Nouvelle et Réunie. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous aviez annoncé il y a quelques mois votre volonté d'être présent aux élections provinciales du 12 mai. Ça y est, vous êtes prêt? Votre liste a été déposée? Elle sera déposée la semaine prochaine. Et vous êtes prêt? Vous avez les 50 noms, il n'y a pas de problème? Oui. Est-ce qu'on peut avoir quelques noms, quelques personnalités sur cette liste? On a Valentine Hall qui s'occupe de la violence contre les femmes. On a une enseignante. On ne pourra pas dire les noms, on dira la semaine prochaine. Et puis un cadre de l'OPT. On attendra donc mardi pour en savoir un peu plus. Alors, vous présentiez hier soir votre programme, 50 mesures que vous voulez mettre en œuvre sur 10 ans. Il y a 7 grands volets. On n'aura bien sûr pas le temps de tout détailler ce matin, mais les points les plus importants, les mesures phares de ce programme, c'est quoi? Le point clé, c'est la révision de l'économie nickel actuellement. C'est-à-dire qu'on propose, dans ce cadre, afin de relancer les exportations, la création de 2 zones franches sur 10 ans, afin d'influer sur les cours du London Metal Exchange, la création d'une organisation des pays exportateurs de nickel. On souhaite aussi, dans le cadre, pour relancer l'économie, qu'une loi de pays soit votée pour réserver 40 à 50% de la commande publique à des PME locales. On souhaite aussi la création de SEM pour entrer dans le capital de société de transport maritime du nickel, de production de ciment et d'importation de médicaments. Ça concerne l'économie actuelle, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est la diversification de l'économie calédonienne. Voilà, vous parlez d'inventer un nouveau modèle de croissance. Totalement. C'est ce qui vous intéresse le plus. Comment ça se traduit? Eh bien, ça se traduit par la création de milliers d'emplois avec diverses qualifications dans la sylviculture, sur les terres domaniales et coutumières, avec la plantation de millions d'arbres fruitiers et de bois marchands pour la cuisine et le BTP. Ça concerne la pisciculture, avec l'élevage marchand de milliers de poissons et de crevettes. Le numérique à l'export, par un plan pluriannuel de coordination des start-up et des services informatiques publics et privés dans le cadre d'une technopole. Ça concerne aussi donc la production de produits marchands en zone franche à l'export. Et enfin, ça concerne tout ça, une coordination des politiques publiques à la fois entre les provinces et le gouvernement. Alors, autre dominante de ce programme, la sécurité. Et là, dans ce domaine, vous prenez la tolérance zéro. Vous êtes très sécuritaire, en fait. Non, on essaye de répondre aux besoins des gens. Dans certains quartiers, vous ne pouvez pas savoir à quel point sont les difficultés. Par exemple, récemment, on a réglé avec le procureur de la République la fermeture administrative d'un Akamal qui avait produit plus que des dérangements dans le quartier. Une mamie en était décédée. Et alors, quelles sont les mesures que vous prenez pour assurer cette sécurité? Eh bien, la création de centres de réinsertion disciplinaire, non pas avec des cadres du ministère des Affaires sociales, mais plutôt avec des militaires. Parce qu'on sait très bien qu'il y a 2 à 3 000 jeunes gens qui sont vraiment hors la loi. Il faut les recadrer, non pas pour simplement les recadrer, mais simplement pour les remettre sur le droit chemin. Vous envisagez également la réglementation de la police coutumière? Ce sera une proposition. Il y aura une consultation de la population à ce niveau-là. On a un problème avec la délinquance dans les tribus. C'est-à-dire que les jeunes gens sortent des tribus, vont voler dans certains quartiers, ils reviennent. Bon, là, ça correspond aussi à une demande de certains coutumiers qui veulent retrouver de l'autorité dans leur tribu. La lutte contre la corruption, c'est aussi l'un des points clés de votre programme. Est-ce que c'est pas un peu démagogique, un peu populiste, comme on dit aujourd'hui? Quand on voit la multiplication des mises en examen récentes, ce n'est pas de la démagogie, au contraire, c'est la réponse à des problèmes concrets qui ont entraîné en particulier des déficits à la province sud en 2009 avec moins 9 milliards, au gouvernement en 2014 avec moins 11 milliards, et quand on connaît les difficultés du RUAM et de certains secteurs économiques, ramener de l'ordre, ou un minimum d'ordre en tout cas, et un minimum de respect des règles, en particulier du Code des marchés publics, ça me paraît plus que nécessaire. Et on lutte comment contre la corruption, selon vous? Eh bien, on renforce les directions, en particulier de contrôle des services fiscaux, on renforce les mêmes directions, donc à la direction des affaires économiques, ça veut dire qu'il faudra plus de fonctionnaires dans ces secteurs-là, et on crée aussi une autorité administrative et indépendante, à l'instar de l'autorité de la concurrence sur le fonctionnement des collectivités et de la sécurité sociale. Alors vous empruntez tout de même un certain nombre de mesures dans les différents secteurs aux autres listes, réorganisation de la TLC, augmentation du SMG, mise en place de bottle shop. Vous avez fait votre marché un peu partout, ou pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à trouver un accord avec d'autres listes éventuellement? Eh bien, les autres listes en place ont tendance à considérer que des nouvelles idées
elles les ont déjà. Sauf que si elles les ont déjà, pourquoi elles ne les ont pas appliquées? En fait, ça fait 30 ans qu'ils sont au pouvoir et toutes les mesures qu'on propose aujourd'hui, elles auraient dû être mises en œuvre depuis au moins 88. On prend un simple exemple sur l'économie nickel. Pourquoi nos élus ont plafonné le fonds nickel à 2 milliards alors qu'on sait pertinemment qu'avec ce montant financier, c'est impossible de compenser les baisses de cycle du cours du nickel. Alors, 50 mesures dans ce programme. La particularité, c'est qu'à chaque fois, vous précisez le financement de ces mesures. Oui. Alors, comment est-ce que vous financez un programme comme celui-là? Eh bien, c'est à différence des programmes de Cahiers d'ensemble et de l'avenir en confiance, qui sont le plus souvent une liste à la Prévert sur la gestion de certains secteurs clés. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on fait. Et effectivement, on propose 3 clés. La première clé, c'est de mettre en place des structures de régulation afin que les classes moyennes et puis les classes démunies retrouvent du pouvoir d'achat, mais tout et en même temps réduire la structure publique, parce que sincèrement, à ce niveau-là, il faut engager des économies. Comment est-ce qu'on réduit les dépenses publiques? Eh bien, vous supprimez des postes dans la fonction publique, vous faites quoi? Non, en disant qu'on transfère en fait des fonctionnaires de direction à direction. Et là, je me rappelle récemment d'une conférence du gouvernement. C'était le secrétaire général du gouvernement, Alain Marc, qui précisait qu'effectivement certains services devraient être supprimés pour transférer ces fonctions et les contractuels vers des directions de contrôle. Ça va devenir plus qu'indispensable. Le contrôle de gestion et l'évaluation des politiques publiques vont devenir indispensables. Mais si vous les transférez, vous gardez les postes, donc vous ne faites pas d'économies. Les économies, on les engagera sur d'autres secteurs. Quand vous voyez notre programme, on propose par exemple la fusion d'Enercal et de EC. On propose la fusion de Ercalin et d'Ercal. Et on propose aussi, en particulier, afin que les classes moyennes et les classes démunies retrouvent du pouvoir d'achat, la mise en place de centrales d'achat, à l'instar de la Régie du tabac, sur des produits de première nécessité, qu'on voit comment actuellement certaines populations survivent et les inégalités en termes de revenus entre certaines classes et d'autres, c'est plus qu'indispensable pour garder une cohérence et une cohésion sociale. Alors vous créez également un certain nombre de taxes. Globalement, vous voulez faire payer les riches en fait? Non, c'est simplement quand il y a trop d'inégalités dans une société, il y a une remise en cause de la cohésion sociale. Ce qu'il s'agit en fait de faire, c'est de ramener du bon sens dans la gestion publique et de remettre en fait la rentabilité dans les politiques publiques. On a eu trop tendance ces dernières années à investir dans des secteurs qui n'étaient pas du tout rentables. On peut citer un exemple, Guarodeva. Guarodeva a été financé en partie par les dividendes de l'ASLN. Sauf que c'est pas rentable. Et ça veut dire que chaque année, le gouvernement, nos impôts, en fait, rééquilibre par une une subvention d'équilibre. Là, ça veut dire qu'il faut arrêter de subventionner des secteurs qui ne sont pas rentables. Sur combien d'élus tablez-vous pour mettre en œuvre ce programme? Un programme, encore une fois, que vous proposez, que vous voulez mettre en œuvre sur 10 ans. Pardon? Sur combien d'élus est-ce que vous tablez pour mettre en œuvre ce programme? Alors, sur combien d'élus? Je crois que c'est votre portable là qui sonne là. C'est votre portable qui sonne là pour l'instant. Donc vous allez l'éteindre parce que ça va perturber l'antenne. Et donc on en revient au nombre d'élus sur lesquels vous comptez pour mettre en œuvre ce programme. C'est le grand mystère, comme toujours, sur chaque liste. Vous avez bien fait quelques projections, quand même. Oui, on a des projections. Disons que, comme on le dit à chaque réunion, nous ne serons pas réfractaires à la proposition de textes qui correspondent à notre programme. C'est-à-dire que si Avenir en Confiance propose des textes qui changent l'économie en nickel, ça, on votera avec eux. Et sur des textes où, par exemple, à l'inverse... les partis comme Cahiers d'ensemble proposent des textes intéressants, en particulier sur le contrôle des marges et des prix, on votera aussi avec eux. C'est-à-dire que vous voyez comme une force d'appoint? Disons qu'on considère que si on a entre 2 à 3 élus, on peut effectivement orienter les textes dans la bonne direction. Avec une dizaine de listes annoncées dans la province sud, on saura mardi combien elles sont exactement. Ça va être extrêmement difficile tout de même de passer la barre, d'avoir des élus. Ça c'est comme dans tout secteur et comme dans toute initiative. Tout est difficile, rien n'est donné. Donc ce qui compte, c'est surtout d'y aller. C'est d'y aller et puis de travailler. Comme toujours, s'il y a autant de nouvelles listes, c'est que l'offre
politique actuelle ne satisfait plus la population. Et nous, nos clés, c'est 1, on est un parti républicain. 2, on veut engager la réforme structurelle. 3, on les mettra en place. Et les gens attendent que ça. Si les partis en place ne les ont pas mis en place, c'est qu'ils ne le feront. Ils n'ont pas fait pendant 30 ans, ils ne le feront pas le 13 mai, ils ne le feront pas en 2022. Dernier point, d'ici le 12 mai, comment est-ce que vous allez mener campagne? Est-ce qu'il y aura quelques actions particulières Et bien sûr, il y avait une action qui avait... oui, il y aura des actions, en particulier sur la vie chère, en particulier sur la sécurité, en particulier sur la réforme de l'économie. Tous ces éléments-là, on en a parlé depuis 30 ans, mais on ne les a pas faits. Donc les Calédoniens attendent enfin des actions. Édouard Léoni, président de la CNR, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.